commence. Bonsoir à tous, Annick Lebrun, militante à la tendance marxiste internationale. Donc, nous sommes une organisation politique marxiste présente dans le monde entier, dans plus de 40 pays. Alors, ce soir, nouveau rendez-vous dans notre cycle des révolutions, de l'histoire des révolutions. Aujourd'hui, notre camarade André va nous parler de la révolution des œillets en 1974. Et donc, après l'exposé, vous pourrez nous faire part de vos réflexions ou des questions, si vous en avez à poser. Alors, je vous présente brièvement André avant qu'il ne commence. Donc, André est militant à la tendance marxiste internationale depuis plusieurs dizaines d'années. Il a évidemment une expérience politique, mais aussi syndicaliste. Et en 1974, donc au moment où les forces révolutionnaires étaient en action au Portugal, donc pour la révolution, on appelle ça la révolution des œillets, eh bien, il fut témoin d'une partie de ces événements. Donc voilà, André, la parole est à toi. Merci Yannick, bonjour à tous. Bon, le Portugal en 1974, c'était de plusieurs façons un anachronisme parce que d'abord c'était encore un État fasciste et le fascisme avait triomphé au Portugal en 1926, seulement quelques années après l'Italie de Mussolini, et bien avant Hitler en Allemagne ou avant Franco en Espagne. Mais ce régime avait survécu la Deuxième Guerre mondiale et dans beaucoup d'aspects, surtout en campagne, c'était encore des situations médiévales. Mais il y avait quand même développé une force ouvrière qui faisait environ 33% de la population. Mais les syndicats étaient interdits, il était interdit de faire grève, pas que les travailleurs le faisaient quand même, et il y avait nombre de prisonniers politiques dans les prisons. Il y avait de la torture et tout ça. C'était vraiment terrible et ça a duré presque 50 ans alors, hein, depuis 26. Et de plus, à l'encontre de la plupart des États européens, le Portugal n'avait pas donné l'indépendance à ses colonies en Afrique. Et ça résultait en des guerres sanglantes coloniales au Mozambique, en Angola et en Guinée. Donc, c'était une situation qui devenait de plus en plus intenable. Et le résultat était que le régime perdait en soi tout support dans la société et le seul support qui lui restait, c'était la fidèle, la détestée police politique qui gouvernait tout, quoi. Et comme ça se voit souvent au début d'une révolution, il commençait à y avoir des fissures dans l'État. Par exemple, le général Spinola avait publié un livre où il décrivait un plan pour faire que non pas on donne l'indépendance aux colonies, mais qu'on leur donne plus de pouvoir dans une sorte de fédération. Mais c'était assez pour le régime de Salazar d'abord, et maintenant c'était son successeur Caetano, de les licencier. Mais entre-temps, s'était formé dans l'armée
un groupe clandestin d'officiers de barons, la plupart, la plupart des capitaines qui en avaient assez et qui préparaient un coup contre le régime. Ce groupe s'appelait le MFA, Movimento de Forças Armadas, Mouvement des Forces Armées. Et le 25 avril 1974, il occupait un poste de radio catholique et transmettait la chanson Grandula Villa Morena, qu'on ne pouvait pas transmettre dans la dictature. Et c'était la manière de se faire savoir aux troupes qu'ils pouvaient entrer en marche et occuper le centre des grandes villes et surtout de la capitale, Lisbonne. Voilà, les troupes avançaient, ils recevaient très peu de résistance, tant le régime était pourri, et le coup avait du succès. Mais en soi, un coup militaire, c'est pas la même chose qu'une révolution, bien le contraire souvent. Et ce qui faisait de ce coup militaire une révolution, c'était l'apparence immédiate dans les rues des travailleurs qui faisaient l'assaut aussi des prisons où il y avait et libéraient les prisonniers politiques et qui, de ce moment-là, ont déterminé les choses qui allaient arriver tout aussi bien que les militaires. Bon, qu'est-ce qui se passait après? Ben, tout se passait très vite dans quelques jours. 2-3 jours après, déjà, les leaders des partis ouvriers rentraient d'exil au Portugal. C'était, par exemple, Álvaro Cunhal, président du Parti communiste, et Mário Soares, président du Parti socialiste. Ils étaient accueillis par des foules enthousiastes. Donc la révolution avait commencé le 25 avril, et comme vous savez, 5 jours plus tard, c'était le 1er mai. Et ça a été peut-être le 1er mai le plus enthousiaste de toute l'histoire, parce que par exemple, à Lisbonne, 1,5 million de gens descendaient dans les rues pour fêter la fin du fascisme. Et évidemment aussi les militaires étaient là et ils mettaient des œillets dans le canon de leurs fusils. Voilà le nom de révolution des œillets. Et depuis ce moment-là, tout est allé très vite, mais comme on voit dans plusieurs révolutions, il y avait aussi dans cette révolution une phase naïve où, en fait, les travailleurs n'avaient pas encore la maturité de prendre l'État en main. Et c'est Spinola, dont j'ai parlé tantôt, qui était nommé chef de président dans le gouvernement provisoire, mais qui avait aussi des représentants de presque tous les partis, des partis capitalistes, mais aussi du Parti communiste et du Parti socialiste.
Et ce Spinola, évidemment, ce n'était pas un homme de gauche. C'était quelqu'un qui a participé à la guerre civile en Espagne à côté de Franco, qui avait participé à l'invasion de l'Union soviétique dans la Deuxième Guerre mondiale à côté d'Hitler, et qui était très proche des dictateurs Salazar et Quetano. C'est seulement très tard qu'il y a eu ces différences avec eux. Et très vite, Spinola et aussi qui était Premier ministre, je crois, non, qui était Premier ministre et son président Thomas ont commencé à freiner la révolution. J'ai une citation ici de lui. Petit moment. Petit moment. Enfin, je trouve pas, mais en tout cas, il disait, bon, il faut faire attention, il faut la discipline. Tous ceux qui n'ont pas de discipline font atteindre à la souveraineté de l'État et la démocratie. Mais c'était que le commencement. Ça, il disait en juillet. Et même en juillet, il n'a pas cessé de faire ça, mais aussi une tentative de contre-révolution qui a échoué. Mais le fait a été que son président, Thomas, qui était un ancien du régime, c'était un ancien doyen des facultés de droit de l'Université de Lisbonne, a dû démissionner et a été remplacé par un militaire, le militaire Gonçalves, mais qui était beaucoup plus à gauche que lui. Il y a eu une autre tentative de coup de Spinola en septembre et le résultat échoué aussi. Le résultat a été que Spinola lui-même a dû démissionner et qu'il a été remplacé, je crois, par Milovan Tulic ou Gomes, je ne sais plus. Mais surtout, on l'a démissionné comme Premier ministre, mais pas comme général. Donc, il est resté en fonction. Il a fait une troisième tentative de coup contre-révolutionnaire le 20, non, en mars 1975. Et c'est échoué aussi. Donc, on peut se demander pourquoi est-ce qu'il faisait ça et pourquoi ces tentatives de coup ont échoué. Ben, il faisait ça parce que les travailleurs eux-mêmes prenaient les choses en main. Les travailleurs faisaient grève pour des augmentations de salaire. Et aussi, les travailleurs ont arrêté les dirigeants d'usines qui avaient des liens avec les partis fascistes et les ont mis en prison. Les ouvriers avaient aussi faisaient le contrôle ouvrier en tant que, par exemple, il contrôlait les embauches ou les licenciements. Ça ne pouvait pas se faire sans les syndicats, sans le comité des syndicalistes qui décidaient de ça. Donc,
c'est très facile à comprendre pourquoi ça n'avait pas l'accord de Spinola, du conservatif Spinola. Mais on se demande alors qu'est-ce que faisaient les partis ouvriers et surtout que faisait le Parti communiste. Parce que surtout le Parti communiste, c'était le seul parti qui avait déjà des militants dans tout le pays, clandestinement évidemment avant 1947. Et qu'est-ce qu'il faisait de ça? Et aussi, qu'est-ce que faisait le Parti socialiste? Mais en fait, le Parti socialiste, en ce moment-là, n'avait pas encore de militants. Le 25 avril. Ils en ont recruté plusieurs dizaines de milliers dans les mois après. Mais c'est très clair que dans la première partie de la Révolution, le Parti communiste était le parti le plus important de la Révolution, qui avait beaucoup de soutien dans la population et certainement chez les ouvriers, où ils avaient par exemple une grande majorité dans les syndicats. Les syndicats, d'ailleurs, qui étaient interdits pendant le régime fasciste, qui se faisait tout de suite et que tout de suite, il organisait à peu près la moitié des salariés et presque 100% dans la grande industrie. Bon, pourquoi ça a arrivé comme c'est arrivé? Parce que si le Parti communiste avait été un parti vraiment révolutionnaire, dans ses premiers mois, je suis sûr qu'il aurait eu le pouvoir d'instaurer un régime socialiste de contrôle ouvrier très sain. Parce qu'il y avait déjà, sur le plan local, toutes sortes d'initiatives là-bas. La seule chose qu'il aurait dû faire, c'est d'organiser cela au plan régional et national, comme l'ont fait par exemple les bolcheviks dans la révolution russe. Mais ils n'ont pas fait ça. C'est vraiment terrible quel rôle dégoûtant ont joué les leaders du Parti communiste espagnol dans la première partie. Ils disaient ouvertement, bon, maintenant, ce n'est pas le moment pour faire des demandes socialistes. Seulement, ce qu'il faut faire, c'est fortifier la démocratie. Il faut faire confiance au gouvernement provisoire et surtout au leader Spinola, qui est un grand démocrate. Comment est-ce qu'on peut être si bête que ça? J'ai ici une citation du leader du Parti communiste, Cunial. Parce que le Parti communiste non seulement parlait seulement de démocratie et pas socialisme, mais aussi si les travailleurs faisaient grève, ils faisaient tout pour les arrêter. Il disait que ce n'était pas le moment, que les grévistes étaient malmenés par des fascistes même, qu'il osait dire. Et voilà ce que disait Cunial. Il dit ça à propos d'une grève des services postaux où il travaillait 30 000 postiers, une grève qui était effective à 97%. Et voilà ce qu'il dit. La grève des travailleurs postaux est un exemple de grève qui ne devrait être ni convoquée ni mise en œuvre. C'est un exemple de grève qui est non seulement inutile, mais aussi préjudiciable aux travailleurs.
Tout d'abord, certaines revendications, comme la semaine de 35 heures, sont irréalistes, démagogiques et économiquement insupportables. On est en train de faire des pourparlers. Où est-ce qu'on a entendu cela en Belgique aussi? Les pourparlers se poursuivent. La grève n'est en aucun cas justifiable. L'objectif de ces personnes n'était pas l'amélioration du niveau de vie. Le but était de paralyser un service essentiel à la vie du pays, de perturber la vie économique et sociale et de retourner les travailleurs contre le gouvernement provisoire. C'est terrible, hein? Et ce n'est qu'un exemple, mais il y en a des centaines dans les discours de Koulial, dans les déclarations du comité central du Parti communiste, et aussi dans leur journal Avante. On peut dire vraiment que dans la première partie de la révolution au Portugal, c'est surtout le Parti communiste. Le Parti socialiste était en train de se former et disons, en mots, il semblait plus radical que le Parti communiste, mais en effet, il ne faisait pas grand-chose non plus. Donc, c'est terrible. Et on dirait, bon, qu'est-ce qu'il est venu avec la révolution alors? Ah bon? Retournons au moment que j'ai laissé la révolution, le troisième coup de Spinola qui a échoué. Spinola s'est enfui vers l'Espagne. Et puis, les travailleurs, et ça arrive beaucoup de fois dans les révolutions, voyant la contre-révolution, ont démarré de plus en plus pour augmenter la révolution. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Par exemple, les travailleurs de banque sont allés en grève parce qu'ils voyaient très bien comment les riches mettaient leur argent à l'étranger et qu'ils avaient soutenu aussi les contre-révolutionnaires de Spinola. Et ils disaient, bon, nous sommes en grève jusqu'au moment où toutes les banques seront nationalisées. Et ce qui est arrivé, c'est que dans le gouvernement, maintenant, les militaires étaient de plus en plus prépondérants. Presque la moitié des ministres maintenant étaient des militaires, et c'était les militaires qui décidaient. C'était d'ailleurs, pour une partie, les militaires qui avaient contrecarré le coup de Spinola, parce que, par exemple, le plus radical de tout le MFA, le général Otelo Saraiva de Carvalho, avait commandé une force armée de 5000, qu'on appelait le COCON, de 5000 militaires qui étaient très bien armés, mais très radicaux aussi, et qui défendaient la révolution. Donc, quand les ouvriers de la banque entraient en grève, c'est en fait pas tellement les partis politiques qui ont décidé ça, mais les militaires du MFA dans le gouvernement qui ont décidé, OK, on nationalise tous les banques. Après cela, les assurances
sont entrés en grève et ont demandé la même chose. Et les militaires dans le gouvernement l'ont concédé aussi. Mais au Portugal, à ce moment, les assurances et les banques avaient entre eux le contrôle de la moitié de l'industrie au Portugal. Et c'était déjà une nationalisation très importante. Mais dans les mois qui suivaient, dans ce qu'on a appelé l'été chaud, tous les autres travailleurs sont entrés en action aussi. Il y a eu des nationalisations à la campagne aussi, dans les grandes fermes. Et après cet été, 75% de l'industrie au Portugal était nationalisée. Le Financial Times, le porte-parole du capital en Angleterre, capitulait le capitalisme est mort au Portugal. Et pourtant, ça pas arrivé. Comment a commencé le déclin de la Révolution portugaise? C'est de nouveau le rôle des partis ouvriers qui est le plus important. Parce que nationaliser presque toute l'économie, c'est une chose, mais il faut un État aussi pour gérer ça. Et ça n'a pas marché comme tout le monde voulait. D'abord, les militaires, il y a une division chez eux. Dans les MFA, en septembre, après cet été chaud, s'est formé un groupe, disons, plus modéré. C'était un groupe de militaires qui se disait aussi favorable au socialisme, parce que maintenant tout le monde parlait socialisme, évidemment, le Parti communiste aussi, le Parti socialiste aussi, même le Parti bourgeois parlait socialiste et s'appelait Parti social-démocrate. Mais c'était un groupe qui trouvait que la révolution allait trop loin, que la démocratie était en péril, comme il disait. Et surtout le parti communiste qui parlait socialisme maintenant, parfois, c'est évident. On pourrait les blâmer pour ça, parce que toujours, les dirigeants du Parti communiste ne faisaient rien pour organiser la démocratie de base qui existait au niveau régional et national. À la place de cela, ils faisaient des manœuvres avec les militaires pour faire des postes, pour arriver à faire des postes pour eux dans les administrations d'une façon tout à fait bureaucratique et pas démocratique. Et ce groupe des militaires moins radicaux recevait tout de suite le soutien des partis capitalistes, évidemment, mais aussi du Parti socialiste. Et la situation se dégradait. Et le 25 novembre 1975, il y avait une situation très confuse qu'on n'a jamais éclairée.
que certains disaient qu'il y avait un coup de gauche par le général Carvalho. C'est très improbable, mais il y a eu il y a eu des luttes aussi autour du poste de radio Repubblica du Parti socialiste que des extrêmes gauches avaient occupé, ce qui n'était pas intelligent. Et on dit toujours que c'était un putsch de gauche. Bon, si c'était un putsch, c'était très mal mené. Mais ce qui était très bien organisé, c'est la contre-réaction contre ce putsch par Janeš. C'était un des membres, disons, moins radicaux des militaires et qui a très vite arrêté cette tentative de gauche et qui a occupé les grandes villes et le centre des grandes villes et qui a restauré restauré le gouvernement. Le premier ministre Gonçalves, qui était très à gauche et que beaucoup de gens disaient qu'il était en secret membre du Parti communiste, a dû démissionner. Et un régime pas réactionnaire, mais plus modéré, a été instauré. Et tout de suite après, quelques mois après, le 25 avril de nouveau, en 1976, il y a eu des élections pour le Parlement. Et je vais voir les résultats de ces élections. Dans ces élections, le Parti socialiste a obtenu 34,9%. Les deux partis capitalistes, le PSD, quoi qu'il s'appelait, Parti social-démocrate, 24,4%. Le CDS, parti vraiment à droite, ouvertement à droite, 16%. Et le Parti communiste, 14,4%. Ça a été le début du déclin de la révolution. Ça n'avait pas été nécessaire parce que ensemble, le Parti socialiste et le Parti communiste avaient la majorité dans le Parlement. Mais le Parti socialiste a toujours refusé de faire un gouvernement avec le Parti communiste. Au lieu, ils ont fait pendant 10 ans ou bien un gouvernement minoritaire ou bien un gouvernement de coalition avec les partis capitalistes. Ça n'a pas été une réaction fasciste ni autoritaire, si, mais ça a été une réaction démocratique. C'est-à-dire que Mário Soares, le dirigeant du Parti socialiste, et Janeš, le militaire qui avait commandé la réaction contre le putsch du 25 novembre et qui est devenu président un peu plus tard, ont petit à petit repris tous les acquis de la révolution dans les 10 années qui viennent. Et après 10 ans, la population était tellement désillusionnée, aussi par le chômage, par les privatisations, par l'intervention du Fonds monétaire international, comme ça arrive beaucoup de fois.
qu'il y a une majorité des partis capitalistes qui s'étaient unifiés à ce moment-là et que toute référence au socialisme a été omis dans des lois et tout ça. Donc, c'est une révolution. Il y a eu plusieurs fois que les travailleurs ont tout ce qu'il est possible et plus pour arriver à une société socialiste. Et c'est très clair que c'est seulement l'inaptitude des partis ouvriers qui a empêché ça. Parce que aucune force au monde aurait été capable d'empêcher d'instaurer un État socialiste, un État ouvrier socialiste sain au Portugal, si ce n'était les leaders des partis ouvriers. C'est pour ça, et c'est pour pour qu'on sache que c'est ce cas, et ce n'est pas seulement ce cas au Portugal, ça a été la même chose dans plusieurs révolutions, qu'une tendance comme la nôtre existe. Pour, en fait, conserver les leçons saines du marxisme et pour savoir quand il y aura une nouvelle révolution, et il y en aura, qu'ils seront successifs et pas comme celle du Portugal, qui, au fond, oui, le fascisme n'a plus triomphé. Portugal est devenu un pays capitaliste, pauvre toujours, mais entré par exemple dans l'Union européenne en 1986. Mais je suis sûr que les traditions vivent encore au Portugal. Par exemple, la chanson Grândola Morena qui a déclenché la révolution, bon, elle est toujours très connue, et même si des militants syndicaux faisaient une action au Parlement, ils commençaient à chanter cela. Voilà, ça c'est tout. C'est ça, à peu près. Merci beaucoup, André, pour cet exposé. Est-ce que quelqu'un veut réagir, une réflexion, des questions? Ah, je vois. Je vais commencer par Laurent. À toi la parole. Vous m'entendez? Oui. Attends, je vais peut-être mettre ma casquette parce que ça, c'est plus facile. Un petit moment. Je remercie. Déjà, je suis Laurent, donc je suis un fidèle lecteur de la revue Révolution en Belgique et en France. Je voulais dire que c'est vrai que le Portugal, en 1974, est un petit pays avec 9 millions d'habitants, ce qui est peu, et 2,5 millions d'expatriés qui souvent donnaient des militants ouvriers en France ou en Belgique, des travailleurs très conscients de la lutte des classes. Le 25 avril 1974, et André a raison, et merci André pour ton exposé très enrichissant, Grândola Vila Morena Terra de Fraternidade. C'est vrai que cette chanson, qui a fait le tour du monde, annonçait le début de la révolution. C'est la révolution des œillets, et comme tu l'as dit, c'est vrai qu'à Lisbonne, le rendez-vous était donné pour la révolution sur la place où il y avait les fleuristes. Et c'est comme les œillets étaient très nombreux à ce moment-là, c'était la période, on donnait des œillets aux soldats, qui a donné le nom de la révolution des œillets. Mais c'est beau de voir qu'un coup d'État militaire qui n'est pas réactionnaire mais très progressiste pour la rupture avec le fascisme
donne des fleurs à ses soldats pour ne pas tirer sur la foule, évidemment. Moi, les questions que je me pose, c'est qu'effectivement, le rôle du Parti communiste portugais, tu l'as montré, il me rappelle un peu le rôle du Parti communiste français qui avait eu lieu en 1945 avec Thorez, quand il disait que la grève était l'arme des trusts, et quand il disait, pendant la bataille du charbon, aux mineurs d'aller travailler parce qu'il fallait remonter l'économie. Et j'ai l'impression que le Parti communiste portugais, qui a joué un rôle modérateur, et je ne dis pas contre-révolutionnaire, mais en partie quand même, parce que Cunhal avait des positions effectivement d'unité nationale qui allaient à l'encontre de la révolution pour les travailleurs. Cette révolution des œillets, elle me rappelle un peu aussi la révolution de février en Russie. Les premiers jours de février en Russie, avec le renversement du tsar, le régime fasciste qui est renversé et qui tombe en quelques jours par l'éruption des masses sur le terrain de la révolution. Parce que ce qu'il faut noter, c'est que si au départ c'est des militaires, la population, le peuple, les travailleurs, ils sont extrêmement, on les voit dans les photographies, ils sont extrêmement présents dans les rues. Ils applaudissent l'armée parce que l'armée joue un rôle révolutionnaire. Et alors ce mouvement des forces armées, pour moi, c'est un peu compliqué parce qu'il devait être très composite. Tu nous en diras peut-être un petit peu plus, André. Très composite, composé de véritables radicaux, ces capitaines qui refusaient les guerres coloniales parce que le petit Portugal, cette petite puissance coloniale, possédait encore des colonies, comme tu l'as justement dit, au Mozambique, en Angola et ailleurs. Et c'est vrai que cette révolution des œillets, elle a permis aussi à une partie de la décolonisation en Afrique. Donc moi, la question aussi que je voulais poser, c'est en quoi la révolution des œillets est aussi l'occasion manquée pour le socialisme, et qui a largement répondu André. Et j'aimerais aussi terminer par dire que effectivement, c'est la dernière grande révolution en Europe, et on en parle encore aujourd'hui. Et Grandola Villa Morena. Merci. Alors, André, tu veux répondre maintenant ou je prends une autre question, une autre réflexion? Bon, peut-être une autre question et... D'accord. Alors, c'est à toi, Eric. Ou c'est pas une question, non? Oui, j'ai une question. Oui, à propos de quel était l'effet de la Révolution portugaise de 74 sur les anciennes colonies du Portugal et quel était le rôle de la lutte anticoloniale dans la chute de la dictature fasciste? Oui. Bon, peut-être je réponds à ces deux. Hein. C'est très clair que les militaires du MFA, c'était des jeunes. La plupart avaient été étudiants et il y avait un service de 2 ans dans les guerres, dans les colonies, un service militaire obligatoire. Donc, c'est très clair quand on connaît la période où les étudiants se radicalisaient partout à ce moment, commençant en 68, c'est pas difficile à voir comment ils ne supportaient plus la dictature. Mais ce qui m'intéresse aussi, et c'est très intéressant que ce que Laurent dit, ce que disait le Parti communiste au Portugal, c'était à peu près la même chose, ce que disait le Parti communiste en France, ce que disaient les partis communistes partout en Europe. Et pourquoi c'est le cas? Pourquoi c'est le cas? Eh bien, tout comme par exemple les forces faibles capitalistes étaient sous pression du capitalisme international, tous les partis communistes étaient en fait sous la pression de l'Union soviétique. Et c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Ils pensent toujours, bon,
l'Union soviétique, en ce temps-là, c'était encore un régime qui supportait et qui soutenait les révolutions. Ce n'est pas du tout le cas. Je peux dire que la bureaucratie de l'Union soviétique était tout aussi hostile à une révolution saine en Europe qu'étaient les capitalistes, parce qu'ils savaient très bien que ça montrerait au monde, mais surtout à sa propre population, qu'une bureaucratie comme la telle en Union soviétique sous le stalinisme n'était pas nécessaire du tout pour faire une société socialiste. Et partout où il y a eu des révolutions, les partis communistes de l'Union soviétique ont fait la même chose. Ils ont soutenu, mais à condition que les militants communistes et que tout ce qu'ils soutenaient, par exemple, enfin, en Espagne, freinaient la révolution et tentaient de faire un compromis pourri avec l'État capitaliste. Et même si une révolution réussit, et ils ont fait tout pour la dévier de façon bureaucratique comme leur modèle en Union soviétique staliniste. C'est ça la raison qu'on voit partout la même chose. Et j'ai fait connaissance surtout de la base du Parti communiste portugais en 76, et il faut dire que j'étais très impressionné. C'était une organisation, c'était des révolutionnaires convaincus, c'était très bien organisé, c'était solidement prolétaire, mais ils avaient un défaut, c'était qu'ils croyaient sans la moindre critique au Parti communiste de l'Union soviétique. Et c'est eux qui ont poussé les partis communistes à faire ce qu'ils ont. Bon, Eric, rappelle-moi, quelle était ta question? Ma question, c'était l'impact de la Révolution portugaise sur les révolutions coloniales. Ah ben oui. Oh, oui. Ben, l'impact, c'était assez immédiat. Après une année ou deux, je crois, ils ont obtenu l'indépendance, aussi bien l'Angola que le Mozambique, que la Guinée. Mais, de nouveau, il y a eu l'influence du Parti communiste de l'Union soviétique qui a dévié cela de façon très bureaucratique. Le pays le plus riche, c'était l'Angola parce qu'il avait du pétrole, et là, il y a eu pendant je ne sais pas combien d'années, une dizaine d'années, je crois, une guerre civile entre deux fractions qui a rongé l'État et qui a fait que c'était impossible de faire un État socialiste. Quoique, et le Mozambique, c'était beaucoup plus arriéré, c'était beaucoup plus difficile aussi. Mais ils ont obtenu tout de suite, enfin presque tout de suite, l'indépendance. Même qu'au début, même les militaires ne voulaient pas ça, ils voulaient une fédération, comme j'ai expliqué à Spinola, mais ça n'a pas marché. Merci André. Est-ce que quelqu'un va encore intervenir? Sinon, nous allons clôturer.
Donc, un grand merci André. Donc, si ces idées vous parlent, que vous avez envie d'en discuter avec nous, vous pouvez consulter notre site qui est marxist.be. Vous verrez, il y a des articles super intéressants qui concernent aussi bien la Belgique que l'Europe, mais aussi au niveau mondial. Vous pouvez aussi nous soutenir dans notre lutte, soit en vous abonnant à notre journal, ou bien en faisant un don, même minime, il sera toujours le bienvenu, car nous n'avons aucun subside, ce qui nous permet de garantir notre indépendance. Et surtout, réfléchissez à nous rejoindre pour construire l'avenir, notre avenir, à nous tous ensemble. Alors, le prochain rendez-vous, c'est jeudi prochain. Donc, on est toujours dans le cycle de l'histoire politique des révolutions. La semaine prochaine, c'est notre camarade français Guillaume Eudeline qui nous présentera la Révolution française. Voilà, bonne soirée à tous et d'ici là, portez-vous bien. Assombrando más